À l'intérieur de l'œil se trouvent deux compartiments remplis de liquide. On parle du liquide intraoculaire. Ce liquide, il est à la charge de maintenir une pression correcte à l'intérieur de l'œil. Et on parle alors du tonus intraoculaire. Ce tonus intraoculaire doit être correct pour nous aider à garder la forme et la consistance du globe oculaire, c'est-à-dire pour maintenir les structures intraoculaires à distance les unes des autres, tout en gardant chacun à sa place et en favorisant la bonne vascularisation de ces organes. Sinon, il y aura un collapsus, il y aura une perte de fonction physiologique. Il y en a le segment antérieur qui est rempli par un liquide appelé l'humeur aqueuse et un autre segment qui est postérieur rempli de l'humeur vitrée comme liquide. Le segment antérieur entre le cristallin et la cornée et le segment postérieur pour le reste à partir du cristallin jusqu'à le plan profond de l'œil. Alors, même le segment antérieur, il faut savoir qu'il est divisé en deux chambres, une chambre antérieure et une chambre postérieure. La chambre antérieure située entre l'iris et la cornée et la chambre postérieure située entre l'iris et le cristallin. Alors, on reprend que le segment antérieur, il est rempli par un liquide dans la chambre antérieure et la chambre postérieure appelé l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est un liquide qui est transparent, qui est aqueux. Il est sécrété d'une façon continuelle et absorbé au fur et à mesure qu'il chemine à travers l'œil. Donc, c'est le seul élément dont le volume peut varier rapidement. C'est très important ce point-là. C'est le seul élément dont le volume peut varier rapidement. Donc, cette variation est très, très, très importante du volume. En revanche, le segment postérieur, il est rempli par l'humeur vitrée. Non, l'humeur vitrée par rapport à l'humeur aqueuse, non, c'est un liquide qui est épais. Non aqueux, il est épais. Il est semblable à la gelée un petit peu et il est formé pendant la vie embryonnaire et ça va durer toute la vie. Donc, c'est un liquide qui est non renouvelable. C'est très important ce point-là. Le corps vitré ou bien l'humeur vitrée, ça occupe 80% d'ailleurs de la totalité du volume du globe oculaire et il est très très important pour maintenir les organes à la place et pour bien plaquer la rétine sur le plan profond en évitant la possibilité de décollement de la rétine. C'est très important l'humeur vitrée. Mais l'humeur aqueuse, c'est le liquide qui va se varier en volume puisqu'il est sécrété d'une façon continuelle et absorbé au fur et à mesure qu'il chemine à travers l'œil. Alors, dans un œil qui est sain, c'est très important, le tonus oculaire, il est maintenu grâce à un équilibre entre la sécrétion de l'humeur aqueuse et son évacuation. C'est très important. Donc, un équilibre, c'est entre sécrétion et évacuation. Et puisque c'est l'humeur aqueuse qui va changer de volume, donc c'est l'humeur aqueuse, dans la majorité, qui va participer dans l'équilibre du tonus oculaire. Un équilibre entre sa sécrétion et son évacuation. C'est-à-dire quoi? Pour bien simplifier, le liquide ou bien l'humeur aqueuse est sécrété à proximité du cristallin, dans la chambre postérieure, exactement par l'épithélium ciliaire, l'épithélium du corps ciliaire. Il va circuler ensuite autour du cristallin et même entre le cristallin et l'iris, c'est-à-dire il va circuler dans la chambre postérieure. Et puis, il va gagner la chambre antérieure par le passage à travers la pupille de l'iris pour être enfin éliminé en dehors de l'œil par la voie trabéculaire, par le trabéculum, qui est situé dans l'angle qui fait l'iris et les cornées, pour être dirigé vers le système veineux afin d'être absorbé via un petit canal de drainage. On parle du canal de Schlemm. C'est une structure qui est annulaire, anciennement considérée comme une veine, mais il s'agit d'un canal de drainage. C'est très important. Et donc,
on peut dire que le système trabéculaire est semblable à une ponge. C'est un filtre qui va filtrer le liquide oculaire tout en gardant un équilibre de vidange. Et donc, un équilibre du tonus oculaire. Donc, c'est ça au total concernant l'équilibre du tonus oculaire. Le liquide aqueux, il va être sécrété par le corps ciliaire, il va passer après dans la chambre antérieure et puis il va s'écouler dans le système veineux trabéculaire par l'intervention de canal de drainage. On parle du canal de Schlemm. Et on parle alors d'un tonus intraoculaire normal ou bien une pression intraoculaire normale pour une valeur de 10 à 20 mm du mercure. Donc, c'est ça la valeur normale. On parle du tonus intraoculaire normal pour une valeur de 10 à 20 mm du mercure. C'est-à-dire que la moyenne normale, c'est de 16 mm mercure à peu près. Plus de 21 mm de mercure, on parle d'une valeur pathologique. On parle de l'hypertension intraoculaire. Plus de 21 mm de mercure. Juste, on notera que la sécrétion de l'humeur aqueuse se fait par l'épithélium ciliaire, mais il s'agit au vrai d'une infiltration du plasma. C'est très important. Il est constitué du plasma sanguin avec 99% de l'eau. Très important. Et que concernant l'élimination, ça se fait par voie trabéculaire dans 99% des cas. On parle de la voie primaire d'élimination. Mais pour les 10% restantes, ça peut se faire par des voies accessoires qui divergent dans les veines périorbitaires. Mais la voie essentielle, c'est une voie trabéculaire. Il existe de nombreuses affections qui désignent ce qu'on appelle le glaucome. Ces affections ont en commun une élévation de la pression intraoculaire, une montée de la pression intraoculaire qui est suffisante pour endommager le nerf optique. C'est très important le mot suffisante. Une montée de la pression intraoculaire suffisante pour endommager le nerf optique par poussée de pression. Donc c'est ça. Ce qui va donner comme résultat une neuropathie optique antérieure. Et lorsqu'on parle d'une lésion au niveau du nerf optique, le nerf optique, c'est le nerf responsable de la transmission des influx nerveux. Donc, une neuropathie optique va donner une transmission altérée de l'influx nerveux, ce qui va conduire à une amputation du champ visuel, avec un certain pourcentage d'où dépend la neuropathie optique antérieure. Et donc, avec le temps, une augmentation d'ailleurs de la pression intraoculaire d'une façon chronique peut se traduire par des taches aveugles arrivant jusqu'à la cécité totale par l'atrophie totale de la papille à des stades avancés de la maladie. Donc, c'est très important de savoir cette définition du glaucome. Le glaucome, c'est une montée de la pression intraoculaire qui est suffisante pour endommager le nerf optique. Pourquoi le mot suffisant est très, très important dans la définition? Parce que chaque œil a une valeur de pression intraoculaire cible, à partir de laquelle il va y avoir une altération des axones et une altération du nerf optique. De ce fait, il est possible d'avoir des yeux dont la pression intraoculaire dépasse les 20 mm de mercure, ce qui est pathologique, mais sans aucune altération du nerf optique. Et on parle alors d'une hypertension intraoculaire isolée. Et l'inverse, il est vrai. Il se peut que des yeux dont la pression intraoculaire se situe dans un intervalle qui est normal, mais développant une altération du nerf optique. Et on parle dans cette situation du glaucome à pression intraoculaire normale. Donc, c'est très important de réaliser le fond d'œil pour déterminer la lésion du nerf optique qui sera nécessaire pour le diagnostic positif du glaucome. C'est très important de confirmer la présence d'une neuropathie optique antérieure pour qu'on arrive à parler d'une montée de la pression intraoculaire et du glaucome. Donc, l'hypertonie oculaire n'est pas un synonyme du glaucome, pas forcément.
certes, il y en a une montée de la pression intraoculaire, mais suffisante pour endommager le nerf optique et donner une neuropathie optique antérieure, influençant sur la transmission des influx nerveux par la suite. Donc c'est ça, le glaucome, c'est un problème de vidange. C'est ça la vraie définition du glaucome. Glaucome, c'est un problème de vidange qui va affecter l'écoulement de liquide à l'intérieur du globe oculaire, responsable de la perte de l'équilibre entre la sécrétion et l'évacuation, et ce qui va donner par conséquence une montée de la pression intraoculaire qui va exercer alors une pression sur la papille du nerf optique, donnant une neuropathie optique antérieure responsable de l'altération de la transmission des influx nerveux, se manifestant sur le plan clinique par une amputation du champ visuel. Bien sûr, jusqu'à l'arrivée à des stades avancés de la maladie où il y en a une atrophie totale de la papille, se manifestant cliniquement par une cécité totale. Alors, sur le plan physiopathologique, comment il y aura une hypertension intraoculaire et comment elle va toucher et elle va donner une lésion du nerf optique? Alors, quelle que soit la cause du glaucome, le facteur de risque principal, c'est la montée de la pression intraoculaire, c'est-à-dire l'hypertonie intraoculaire, qui se réalise par un défaut, un problème de vidange. Il y en a en fait deux mécanismes responsables de problèmes de vidange qui peuvent être associés ou bien isolés. Il y en a soit un problème de vidange par une hypersécrétion, c'est-à-dire que le déséquilibre se fait par rapport à l'hypersécrétion. Il y en a une hypersécrétion, une sécrétion exagérée de l'humeur aqueuse responsable de la montée du tonus intraoculaire. Ou bien, il y en a un défaut d'évacuation. Le liquide est sécrété d'une façon normale, mais on n'arrive pas à se débarrasser de l'humeur aqueuse, qui va donner une accumulation par conséquent. Pour la situation de l'hypersécrétion, c'est une situation plus ou moins rare par rapport au défaut d'évacuation. Et généralement, il y en a une seule pathologie qui donne l'hypersécrétion. On parle de l'uvéite, c'est-à-dire l'inflammation de l'UV, la couche de l'UV, qui va donner une hypersécrétion stimulée par les protéines immunitaires. Et on parle alors du glaucome uvéitique. C'est une situation qui reste rare par rapport au défaut d'évacuation, où il y en a plusieurs étiologies en dedans, responsables d'un problème surtout trabéculaire, c'est-à-dire ils vont toucher le système de filtration, d'évacuation, le trabéculum, un défaut d'évacuation. Donc c'est ça la base par rapport à l'hypertonie intraoculaire. Et cette hypertonie intraoculaire va donner une lésion du nerf optique. On parle de neuropathie optique antérieure. Alors, il y en a en fait toujours deux théories par rapport à la lésion, bien par rapport à la neuropathie optique antérieure. Soit il y en a la théorie mécanique ou bien la théorie biologique. La théorie mécanique raconte que l'augmentation de la pression intraoculaire va donner par pression l'écrasement des fibres optiques, responsable de l'apoptose des cellules et du coup une neuropathie optique antérieure jusqu'à l'arrivée à l'atrophie totale du nerf optique. Donc c'est la cécité totale. Ça c'est dit pour la théorie mécanique, par écrasement des fibres optiques suite à la montée de la tension intraoculaire. Sinon, la théorie biologique raconte que l'augmentation de la pression intraoculaire, puisque c'est le tonus oculaire qui garde la bonne fonctionnalité des structures à l'intérieur, donc il y en a une libération d'une enzyme qui va détruire les fibres optiques. Donc ce n'est pas la pression qui va écraser les fibres, mais beaucoup plus des enzymes qui vont détruire les fibres optiques, responsables toujours de la neuropathie optique antérieure jusqu'à l'arrivée à l'atrophie totale du nerf optique. Même il existe d'ailleurs une autre théorie, la théorie ischémique, qui raconte que l'augmentation de la pression intraoculaire donne une insuffisance circulatoire, vu que le tonus oculaire garde les structures séparées les unes des autres, même à sa place, et donc qui va favoriser la bonne vascularisation. Et donc, une montée de pression intraoculaire
donne une insuffisance circulatoire des vaisseaux de la rétine responsable de l'ischémie de la tête du nerf optique, de la papille. Mais ça reste beaucoup plus en termes de la théorie mécanique ou bien la théorie biologique. Et de toute façon, quelle que soit la théorie, ça reste la même conséquence. C'est la neuropathie optique antérieure. Et d'ailleurs, c'est ça avec le glaucome. Le glaucome, c'est une pathologie qui conduit à des lésions qui sont irréversibles du nerf optique, des dommages irréversibles, responsables de l'amputation du champ visuel, arrivant à des stades avancés jusqu'à la cécité totale. Ça, c'était en général par rapport à la physiopathologie de la maladie du glaucome. Mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs causes, plusieurs pathologies qui peuvent conduire à la présence du glaucome. Il y en a plusieurs formes cliniques. On parle du glaucome primitif, du glaucome secondaire ou bien du glaucome congénital. Le primitif, c'est le cas le plus fréquent avec deux entités très importantes à connaître. Il y en a le glaucome à angle ouvert. On parle du glaucome forme chronique. C'est le plus fréquent et le plus dangereux en termes de risque de cécité. Et il y en a le glaucome à angle fermé, ou bien le glaucome avec une forme clinique aiguë, qui constitue une urgence thérapeutique. Pour les formes secondaires, il y en a le glaucome qui peut être secondaire à une inflammation, à un traumatisme, post-chirurgical, à l'utilisation iatrogène du corticoïde, et dont le traitement va être un traitement étiologique de la pathologie en cause, de problèmes de vidange. Sinon, ça peut exister une forme congénitale alors responsable du glaucome par une anomalie embryologique dans le développement de tissus trabéculaires, soit d'une façon primitive, soit d'une façon associée à d'autres anomalies oculaires. Alors, pour le glaucome aigu par fermeture de l'ongle, certes, c'est une forme clinique qui est plus rare par rapport au glaucome chronique à angle ouvert, mais d'un pronostic qui est plus sévère en absence du traitement. Il faut savoir que certaines caractéristiques anatomiques et biométriques de l'œil, c'est-à-dire une prédisposition biométrique de l'œil, facilitent le développement du glaucome aigu par fermeture de l'ongle. Ce sont des prédispositions biométriques qui touchent le segment antérieur et l'angle irido-cornéen. Déjà, un angle irido-cornéen et une chambre antérieure étroite risquent principalement de bloquer facilement la voie d'évacuation trabéculaire, conduisant à l'apparition de la forme aiguë du glaucome par fermeture de l'ongle. Les patients hypermétropes présentent bien sûr une prédisposition biométrique, vu que l'œil du patient elle est déjà petite en termes de longueur, et du coup, ça risque facilement de bloquer même la voie d'évacuation. L'âge, les patients plus de 50 ans, sont généralement des patients qui présentent un gros cristallin, c'est-à-dire augmentation du volume du cristallin va donner une augmentation de la surface de contact entre le cristallin et l'iris et vient principalement de plaquer l'iris vers l'avant, vers la cornée, en bloquant la voie d'évacuation trabéculaire. Mais ça n'empêche pas bien sûr que le glaucome aigu par fermeture de l'ongle peut survenir à tout âge. Mais généralement, c'est les patients plus de 50 ans. Et même, généralement, c'est les femmes qui sont plus disposées par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, avec un sexe ratio de 3 femmes par rapport à un homme. Donc, le principe général de la prédisposition biométrique de l'œil et anatomique, c'est d'avoir, quelle que soit l'étiologie, un segment antérieur et un angle irido-cornéen qui est étroit, en favorisant le blocage facile de la voie d'évacuation trabéculaire. Mais il faut savoir que même cette prédisposition biométrique de l'œil nécessite la présence d'un facteur déclenchant pour fermer l'angle irido-cornéen, soit d'une façon partielle, soit d'une façon carrément totale. Ce qui bloque, c'est-à-dire le passage de liquide à partir de la chambre postérieure vers
la chambre antérieure, c'est-à-dire le blocage mécanique, le facteur mécanique qui va bloquer la voie trabéculaire en accumulant le liquide de l'œil, en augmentant alors la pression intraoculaire. Alors, le mécanisme le plus fréquent, c'est-à-dire le blocage mécanique le plus fréquent dans le déclenchement du glaucome par fermeture de l'ongle, c'est le blocage de la pupille, de l'iris, en semi-mydriase réactif. Et ça se fait typiquement dans l'obscurité. C'est-à-dire quoi? Dès qu'il y a du mydriase, c'est-à-dire le blocage de la pupille en semi-mydriase, le cristallin avance. Il se bloque. Ce cristallin avancé et bloqué va être collé à l'arrière de l'iris en empêchant l'humeur aqueuse de circuler à travers la pupille vers la chambre antérieure, ce qui va accumuler du liquide dans la chambre postérieure, et cette accumulation dans la chambre postérieure appuie sur l'iris en l'amenant à se bomber vers l'extérieur et bloquer l'angle irido-cornéen et donc de bloquer la voie trabéculaire d'évacuation. Donc c'est ça le principe par rapport au blocage de la pupille en semi-mydriase. Et d'ailleurs, on va voir dans la clinique que la base de diagnostic du glaucome par fermeture de l'ongle, c'est la présence d'un aspect mydriatique de la pupille. C'est très important. Alors, pour bien résumer le principe derrière le glaucome par fermeture de l'œil. Donc, le mécanisme initial, c'est le blocage de la pupille en semi-mydriase. Là, l'humeur aqueuse sera bloquée en postérieur, c'est-à-dire dans la chambre postérieure. Elle n'arrive pas à passer vers la chambre antérieure. Ceci va pousser la racine de l'iris en avant qui viendra fermer l'angle iridocornéen et supprimer alors l'écoulement de l'humeur aqueuse à travers le trabéculum. Alors, le blocage de la pupille survient surtout au cours d'une mydriase passant en obscurité. Ça, c'est très important de chercher là pendant la clinique. C'est le passage en obscurité. Sinon, il y en a plusieurs médicaments par un mécanisme iatrogène peuvent être responsables du blocage de la pupille en semi-mydriase, comme l'utilisation de l'anesthésie générale, l'utilisation déjà des collyres qui sont mydriatiques, un traitement parasympatholytique ou bien un traitement sympathomimétique en utilisant les antidépresseurs, les antiparkinsoniens, les neuroleptiques, les antispasmodiques, certains antihistaminiques, en utilisant les dérivés nitrés de l'atropine. Donc, ces médicaments qui sont mimer l'action du sympathique, du système nerveux sympathique en réalisant du mydriase, ou bien qui vont inhiber l'action du parasympathique responsable du myosis. Donc, l'inhibition du myosis va donner de mydriase. Même, il faut savoir que les situations du stress intense vont donner une stimulation du système nerveux sympathique et donc peuvent être responsables de mydriase et le blocage de la pupille en semi-mydriase, responsable alors comme facteur déclenchant chez les patients surtout prédisposés biométriquement de la présence de la crise aiguë du glaucome par fermeture de l'ongle. Et le glaucome par fermeture de l'ongle, l'hypertonie majeure va être augmentée d'une façon rapide, d'une façon brutale, vraiment, c'est aigu, et va mettre en jeu le pronostic vital de l'œil, parce que ça peut conduire très vite à la perte totale de la vision. Au bout de 6 heures, elle peut donner une perte totale de la vision par une vision complète du nerf optique d'une façon rapide. Donc, c'est une urgence médicale ophtalmique. C'est très important de réagir en urgence. Le diagnostic du glaucome par fermeture de l'ongle, c'est un diagnostic qui est purement clinique, réalisé à la lampe à fonte. Il y en a une certaine symptomatologie clinique qui va décrire la présence d'un œil qui est rouge, qui est douloureux. C'est très important.
D'ailleurs, en ophtalmologie, il y en a des règles à suivre. L'œil qui est rouge, qui est douloureux, généralement, témoin d'une atteinte du segment antérieur de l'œil. En revanche, l'œil qui est blanc, qui est indolore, témoin d'une atteinte du segment postérieur de l'œil. Avec le glaucome, c'est le segment antérieur qui est atteint. Donc, il y en a un œil qui est rouge, qui est douloureux. La douleur, elle est très massive et radiant dans le territoire de trigéo, c'est-à-dire une douleur qui est périorbitaire. Et en même temps, la pupille sera bloquée en semi-mydriase qui est aréactive. Donc, de faire déclencher le réflexe photomoteur chez le patient, il est impossible dans l'œil atteint. Alors que dans l'œil sain, le réflexe, il est tout à fait normal. Il y en a une pupille qui est semi-mydriatique, aréactive dans l'œil qui est atteint. Donc, cette pupille bloquée en semi-mydriase, avec la diminution de la transparence de la cornée, on parle alors de la cornée trouble, parce que c'est accumuler le liquide à l'intérieur, ça va donner l'aspect trouble de la cornée, vont être responsables de la baisse de l'acuité visuelle. C'est très important. Une baisse d'acuité visuelle qui est massive et qui est brutale, d'installation brutale. Même l'augmentation du tonus oculaire va être responsable de la présence d'un œdème cornéen. C'est-à-dire que la cornée va être bombée en avant, en œdème, par la montée du tonus intraoculaire. D'ailleurs, sans l'utilisation d'un tonomètre pour préciser la pression intraoculaire, la dureté déjà du globe oculaire par palpation bidigitale à travers la paupière supérieure va donner l'aspect d'un globe en bile de bois, tellement il est dur, tellement il y en a une augmentation du tonus intraoculaire en dedans. Même le patient peut décrire la présence d'une photophobie, parce que déjà la présence de la baisse de l'acuité visuelle avec l'aspect trouble en dedans, la perception des halos colorés et tout, peut donner une association d'une photophobie, avec bien sûr la présence du larmoiement réflexe, voire même des nausées et des vomissements par l'atteinte du nerf optique, ce qui est un nerf qui est vraiment relié directement au cerveau. Donc la présence des nausées et des vomissements qui peuvent retarder le diagnostic positif du glaucome par fermeture de l'onde. Donc c'est ça au gros par rapport à la symptomatologie. L'œil rouge, douloureux, douleur très profonde, très massive, avec la présence d'une pupille qui est bloquée en semi-mydriase aréactive, en même temps une diminution de la transparence de la cornée par l'accumulation de liquide, la présence de l'œdème alors cornéen et la baisse de l'acuité visuelle, les halos colorés, de la photophobie, de larmoiement et tout, voire même des nausées et des vomissements. Même, il peut y avoir la présence du cercle périkératique. Le cercle périkératique signe l'atteinte du segment antérieur. Glaucome, kératite, uvéite. Ce n'est pas spécifique par rapport au glaucome par fermeture de l'ongle, donc ce n'est pas un signe évocateur, mais quand même ça témoigne de l'atteinte du segment antérieur de l'œil. C'est ça à quoi se rassemble un petit peu le cercle périkératique. Et il faut savoir toujours qu'en absence du traitement, l'évolution se fait en quelques jours vers la cécité par l'atrophie totale du nerf optique. Bien, elle peut évoluer vers le glaucome par fermeture de l'ongle dans sa forme chronique, dont la fin, ou bien la conséquence va être la même, l'atrophie totale du nerf optique, avec une évolution donc qui est rapide par rapport au glaucome à angle ouvert, donc un pronostic fonctionnel qui va être mis en jeu. C'est une urgence ophtalmique médicale. C'est très important. Et donc déjà, avec une forte suspicion du glaucome par fermeture de l'ongle, on va programmer en premier une hospitalisation pour notre malade, avec bien sûr le bon conditionnement. Une voie veineuse périphérique du bon calibre et tout. Le principe du traitement, c'est que
on va lutter ou bien on va inverser la cascade physiopathologique. Donc déjà, physiopathologiquement, il y en a une hypertonie intraoculaire. Donc le premier but, c'est de faire baisser le tonus intraoculaire. Et c'est idéal si on arrive à réaliser ça avant les 6 heures pour récupérer à 100% d'une façon idéale les axons du nerf optique. Après ça, dès qu'on arrive à traiter ou bien à baisser le tonus intraoculaire, on va directement attaquer l'angle iridocornéen parce que déjà, le tonus intraoculaire s'est augmenté à cause de la fermeture complète ou bien incomplète de la voie trabéculaire au niveau de l'angle iridocornéen. Parce que la prédisposition biométrique sera toujours là et ça risque de récidiver. Donc, on va traiter, on va ouvrir l'angle iridocornéen. Donc, c'est ça le principe du traitement du glaucome par fermeture de l'angle. C'est de faire baisser le tonus intraoculaire pour attaquer par la suite la prédisposition biométrique. Il y en a en fait 2 molécules qui sont capables à être utilisées par voie générale à but de faire baisser le tonus intraoculaire. En premier, on peut utiliser du mannitol à 20%. C'est un sucre qui peut être utilisé en perfusion, en intraveineux, pour déshydrater le vitré et donc de faire diminuer le tonus intraoculaire. On peut l'utiliser ça à la posologie de 500 ml par jour à raison de 60 à 70 gouttes par minute, c'est-à-dire en termes de débit de perfusion. Donc ça, c'est la première molécule qui peut être utilisée, du mannitol à 20% en perfusion intraveineuse à la posologie de 500 ml par jour. Sinon, on peut utiliser du Diamox, c'est l'acétazolamide. Alors, le Diamox va inhiber la sécrétion du lumen aqueuse. Par quel mécanisme? Tout simplement, le Diamox, c'est un inhibiteur d'une enzyme. On parle de l'anhydrase carbonique. Ça, c'est une enzyme qui est présente dans de nombreux tissus à l'intérieur de l'organisme, y compris l'œil. Déjà, elle est active dans la sécrétion de l'humeur aqueuse. Donc, le Diamox, c'est l'inhibiteur de cette enzyme. Donc, directement, il va inhiber la sécrétion de l'humeur aqueuse. Cette molécule peut être utilisée à la posologie de 500 mg perfusée en intraveineux lente. Une perfusion intraveineuse lente. Même, il faut savoir que cette molécule peut être présente sous forme de comprimé, titré à 250 mg, et on peut l'utiliser à la posologie de 1 à 2 comprimés par jour. Le maximum, c'est 4 comprimés. Bien sûr, ces médicaments présentent quelques contre-indications et même des situations à prendre en considération. Avec le Diamox, ça risque de donner une hypocalémie. Donc, faites attention à ça. Faites la surveillance en termes de l'hypocalémie. Et s'il s'agit d'une hypocalémie déjà réalisée avec le Diamox, on peut tenter à faire, ou bien c'est obligatoire d'ailleurs, de faire une supplémentation en potassium. Sinon, c'est une molécule qui est contre-indiquée chez les patients qui présentent une insuffisance rénale chronique, une insuffisance hépatique, c'est clair, parce que le rein, c'est ça qui va filtrer les molécules à l'intérieur de l'organisme. La même chose avec le foie, c'est l'usine de l'organisme. Donc, toute insuffisance risque principalement de ne pas éliminer cette molécule. Elle reste là toujours à l'intérieur de l'organisme et elle risque même de faire un effet exagéré. Et donc, c'est contre-indiqué en cas d'une insuffisance rénale chronique, en cas d'une insuffisance hépatique, en cas de grossesse chez les femmes enceintes, même les patients qui présentent des antécédents de lithiase et de colique néphritique, parce que quand même c'est une molécule qui inhibe la sécrétion de l'humeur aqueuse, mais elle va agir sur une enzyme qui est présente dans la majorité des tissus à l'intérieur de l'organisme. Un patient qui présente du lithiase, un patient qui présente déjà des antécédents de colique néphritique, ça risque de déshydrater le patient et présente une crise aiguë, une colique néphritique chez notre patient. Et enfin, les patients qui présentent une intolérance au sulfamide, c'est contre-indiqué d'utiliser le Diamox avec.
Mais le mannitol à 20%, c'est juste contre-indiqué en cas d'une insuffisance rénale. Après ça, déjà, on a parlé de la prédisposition biométrique. Donc, dès qu'on arrive à gérer la situation en termes du tonus intraoculaire élevé, on va passer directement à lutter contre la dilatation de la pupille. Pour ça, on va utiliser un agent myotique responsable d'un myosis et c'est la fameuse pilocarpine. Il s'agit des collyres utilisés pour provoquer de la myosis. On va utiliser ces collyres pour une posologie d'une goutte chaque 15 minutes jusqu'à l'arrivée au myosis. C'est-à-dire pour lever l'obstacle et favoriser l'écoulement de l'émail aqueuse du chambre postérieure à la chambre antérieure. C'est ça le principe. Sinon, on va même tenter à utiliser de la pilocarpine 3 à 4 fois par jour dans l'œil sain du patient à titre préventif. Parce que déjà qu'il présente une certaine prédisposition biométrique dans un œil, dans la majorité des cas, c'est toujours présent dans l'œil contralatéral. Donc, on va utiliser ça à titre préventif, 3 à 4 gouttes par jour, c'est suffisant. Et bien sûr, dès que la tension intraoculaire est diminuée, on tente à réaliser de la gonioscopie. Sinon, c'est contre-indiqué. La gonioscopie, c'est un examen en ophtalmologie réalisé pour l'angle iridocornéen. C'est juste ça. Gonioscopie, c'est examen de l'angle iridocornéen. C'est ça. La surface de l'œil sera anesthésiée par des gouttes avant la réalisation de cette gonioscopie, mais de toute façon, c'est un examen qui est non douloureux, sans risque pour le glaucome, et c'est un examen vraiment facile à réaliser à l'aide de la lampe à fonte, mais en utilisant principalement une lentille spéciale pour observer l'angle iridocornéen. C'est une lentille à 3 verbes, on parle de la lentille de Goldmann, pour déterminer l'état de l'angle iridocornéen. Est-ce que l'angle iridocornéen il est tout à fait normal, il est ouvert, ou bien il est fermé, on parle d'une obstruction qui est totale de l'angle iridocornéen, ou bien c'est un angle qui est étroit avec une obstruction qui est partielle. Est-ce que c'est un angle qui est mal formé, la présence d'une inflammation associée, des corps étrangers à l'intérieur, donc c'est-à-dire toutes les informations nécessaires par rapport à l'angle iridocornéen. La gonioscopie, c'est l'examen de l'angle iridocornéen. Donc, au total, c'est ça la base de la prise en charge. Hospitalisation, conditionnement du malade, diminution du tonus intraoculaire, soit du mannitol, soit du Diamox, lutter contre la mydriase par l'utilisation de la pilocarpine et la réalisation du gonioscopie après la diminution du tonus intraoculaire pour déterminer la prédisposition biométrique chez notre patient. Après ça, dès que la crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle éjaculé avec un tonus intraoculaire qui est tout à fait normal, et bien sûr, dès que l'état local du patient le permet, on va réaliser notre traitement préventif. Parce que, puisque la prédisposition biométrique, elle est toujours là, on ne peut pas risquer avec le patient. Ça risque de récidiver. Et donc, le traitement préventif, il est obligatoire de réaliser le traitement préventif pour éviter les récidives. Et on parle alors de l'iridotomie périphérique. L'iridotomie périphérique, c'est une solution pour permettre constamment le passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure. Ça consiste à réaliser à travers du laser un nouveau passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure à la chambre antérieure. On va réaliser un petit trou par le laser dans l'iris pour faire un court-circuit entre la chambre antérieure et la chambre postérieure et établir alors l'équilibre entre l'évacuation et entre la sécrétion de l'humeur aqueuse. Si le laser ne sera pas efficace,
surtout dans les situations où l'iris est vraiment épaisse, là on peut passer à la voie chirurgicale pour réaliser de l'iridotomie périphérique. Mais de toute façon, c'est ça le principe, ça se fait dans la majorité des cas, dès la première intention à travers le laser, en réalisant le petit trou à l'intérieur de l'iris pour faire le court-circuit entre la chambre antérieure et la chambre postérieure pour faciliter le passage de lumière aqueuse et rétablir alors de l'équilibre. Même, on peut passer par la suite au deuxième œil du patient pour savoir la biométrie et vérifier alors la prédisposition et faire le nécessaire en termes préventifs. Juste, on notera que dès que l'iridotomie est réalisée, les médicaments contre-indiqués chez notre patient, c'est-à-dire qui risquent de déclencher la crise aiguë du glaucome par fermeture de l'ongle, ne le sont plus. C'est bon. Même si ça risque de fermer l'angle iridocornéen, toujours il y en a le court-circuit pour le passage de lumière aqueuse. Alors, enfin, pour conclure, on va dire que les liquides intraoculaires, à savoir lumière aqueuse dans le segment antérieur et lumière vitrée dans le segment postérieur, sont là à l'intérieur de l'œil pour garder le tonus intraoculaire stable autour de 16 mm de mercure. Et ça se fait grâce à un équilibre qui est maintenu entre la sécrétion de lumière aqueuse par l'épithélium ciliaire et son évacuation par le système trabéculaire. On parle du glaucome pour le problème de vidange affectant le système trabéculaire qui va conduire à une montée de tension intraoculaire qui est suffisante pour endommager le nerf optique responsable alors d'une amputation irréversible du champ visuel. L'entité clinique de glaucome par fermeture de l'ongle constitue par le problème déclenchant la pupille bloquée en semi-mydriase sur déjà un œil qui est prédisposé biométriquement, le blocage du passage de lumière aqueuse par la chambre antérieure, responsable de son accumulation et donc de la montée de tension intraoculaire brutalement, qui constitue en fait une urgence ophtalmique qui mise en jeu le pronostic fonctionnel du patient. Cliniquement, il y en a un œil rouge, douloureux, avec une baisse de l'acuité visuelle d'installation brutale avec la présence d'une pupille qui est bloquée en semi-mydriase. Directement, dès la suspicion du glaucome par fermeture de l'ongle, on programme une hospitalisation pour le malade en ciblant la diminution du tonus intraoculaire. En même temps, on va lutter contre la mydriase par les agents myotiques pour enfin traiter le patient préventivement par l'iridotomie.